sommes le 1er décembre 2020. Nous sommes à Sherbrooke, sur la rue Wellington Nord, plus particulièrement à la librairie L'Appalache. Donc j'ai le grand plaisir, en tant que professeur Patrick Dramé, donc enseignant au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, d'accueillir mon collègue Jean-Pierre Le Glonec, professeur aussi à notre département d'histoire, afin de parler de son nouvel ouvrage, de son essai qui vient de paraître aux éditions Luxe, intitulé « Une arme blanche, la mort de George Floyd et les usages de l'histoire dans le discours conservateur ». Donc dans les prochaines minutes, j'aurai le grand plaisir d'échanger avec Jean-Pierre sur son essai. Donc sans trop tarder, je laisse la parole à Jean-Pierre pour qu'il puisse d'abord se présenter. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'être là. Me présenter, ce n'est pas un exercice facile. J'ai envie de te donner deux informations, une information plus formelle et une information informelle. Sur le plan formel, je suis professeur d'histoire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke depuis 13 ans. Je travaille sur l'histoire des États-Unis, l'histoire des Antilles, et puis ma spécialité, c'est l'histoire de l'esclavage. Je m'intéresse vraiment aux formes de résistance culturelle à l'esclavage, en particulier tout ce qui est de l'ordre de la musique et de la danse. À la Nouvelle-Orléans et dans les Antilles françaises. Sur le plan informel, je dirais qu'écrire cet essai « Une arme blanche » est une façon pour moi de retourner un petit peu à mes origines sur le plan académique, parce que je ne suis pas historien de formation, j'ai fait des études anglophones, je me suis beaucoup intéressé à la littérature, je me suis beaucoup intéressé à l'écriture, avant de m'intéresser à l'histoire et de tomber un peu dans l'histoire par hasard. Donc je pense qu'écrire cet essai d'une certaine manière aussi, c'est assumer mes origines ou mes racines plus littéraires qu'historiennes. Alors Jean-Pierre, j'avais une première question, donc pour entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à rédiger cet essai? C'est sûr que le contexte qu'on traverse y est pour quelque chose. On sort des élections présidentielles aux États-Unis. On est dans un contexte où il y a pas mal de débats entourant le racisme systémique. Mais à te lire, j'ai l'impression que l'idée de rédiger cet essai, il y a une longue maturation derrière. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené? Le contexte tombe bien, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à rédiger cet essai, à le publier dans un contexte qui s'y est si particulièrement bien? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au fond, est-ce qu'il y avait de longue maturation? Je dirais oui et non. C'est un essai qui est né d'une impulsion, je pense, d'un ressenti, d'une colère, d'une forme d'indignation. En fait, je ne voulais pas du tout écrire sur Black Lives Matter, je ne voulais pas écrire sur le racisme systémique, je ne voulais pas forcément prendre position au début de l'été dernier. Je pense que j'ai été vraiment traumatisé par la mort de George Floyd. J'ai refusé de voir la vidéo de sa mort pendant de très très longues semaines, même au moment où j'ai commencé l'essai, je ne voulais absolument pas la voir. À tel point, finalement, cette mort me rappelait aussi toute cette tradition de mise à mort ou de mort dans l'histoire de l'esclavage. Mais ce qui a été déterminant pour moi, c'est vraiment la chronique de Christian Rioux, chroniqueur au Devoir depuis de très longues années, publiée le 5 juin dernier. J'ai lu la chronique du 5 au matin. Elle m'a, je pense, révolté un peu là, sur le plan historique. Et puis, l'après-midi, j'ai écrit à Marc Fortier, mon éditeur, puis je lui ai dit, écoute, serais-tu intéressé à recevoir un essai sur cette chronique-là, mais plus largement, finalement, à travers cette chronique, sur l'histoire, le métier d'historien, les usages de l'histoire, comment est-ce qu'on représente et comment est-ce qu'on caricature l'histoire noire dans la foulée de la mort de George Floyd, à un moment finalement où je pensais que sa mort aurait aurait provoqué de la compassion, aurait amené les gens à ressentir quelque chose d'autre que de la colère pour le mouvement antiraciste. Mais en fait, il y a quand même une longue maturation d'une certaine manière parce que Christian Rioux, c'est un chroniqueur que j'adore lire depuis que je suis arrivé au Québec en 2008. Puis, j'ai souvent écrit au Devoir pour corriger des problèmes d'histoire dans ces chroniques-là. Puis, la plupart du temps, je n'ai jamais été publié par le Devoir. Et d'ailleurs, en fait, suite à la chronique du 5 juin, j'ai écrit au Devoir une réponse qui n'a pas été publiée. Alors, donc il y a quand même une longue maturation dans le sens où je me suis toujours demandé comment répondre aux usages de l'histoire par un chroniqueur comme Christian Rioux, mais qui pourrait s'appeler autrement. Il pourrait s'appeler Mathieu Bock-Côté, il pourrait s'appeler n'importe quel chroniqueur, si tu veux, du Figaro ou je ne sais pas de quel autre magazine ou journal de néoconservateur.
Alors voilà, pour répondre à ta question. Alors, un ouvrage qui est intitulé Une arme blanche, si je ne lis pas le sous-titre, c'est-à-dire la mort de George Floyd et les usages de l'histoire dans le discours conservateur, je me suis posé la question de savoir, on est dans un ouvrage qui part de la mort d'un homme, qui part d'une chronique d'un journaliste. Je vois la couverture du livre qui est rouge, donc je me dis, qu'est-ce que ça peut bien signifier, une arme blanche, puisque c'est quelque part de l'histoire des Noirs ou de la mise à mort d'un Noir que tout part. Donc j'aimerais juste entendre sur le pourquoi de ce titre, une arme blanche. C'est une excellente question. C'est très polysémique, naturellement. Il y a toutes sortes de jeux de mots dans ce titre-là. Au départ, j'ai pensé à plusieurs titres pour cet essai. J'avais pensé à quelques mots tirés d'une chanson du groupe de rap Nick Ta Mère, mais bon, ça ne fonctionnait pas. Puis ensuite, j'avais pensé à une colère blanche. Une colère blanche qui aurait été finalement une sorte d'écho à un essai dont je parle dans mon propre essai, un essai écrit par Ta-Nehisi Coates, qui est un essayiste afro-américain. Et l'essai de Ta-Nehisi Coates auquel je pensais s'intitule, en anglais c'est Between the World and Me, en français c'est Une colère noire, lettre à mon fils. Et dans cet essai-là, Ta-Nehisi Coates raconte finalement la très longue histoire de la destruction du corps noir dans l'histoire des États-Unis, mais en fait dans l'histoire des Amériques noires en général. Et je me suis dit, ah tiens, ce serait intéressant de voir finalement quand on franchit la barrière, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, hein? Une colère blanche, une colère noire. Alors j'avais pensé à ça. Et puis finalement, on a choisi une arme blanche parce qu'au fond, une arme blanche, pour moi, évoque une arme, l'histoire. L'écriture, les usages de l'histoire, la caricature, déformer l'histoire, jouer avec la vérité, tronquer la vérité, est une arme maniée par celles et ceux qui, ces dernières années, s'attaquent à l'antiracisme, caricaturent, dénigrent, méprisent les antiracistes ou les mouvements antiracistes. Donc, on n'est pas obligé, je crois, d'avoir une arme blanche, un couteau. On n'est pas obligé d'avoir une arme létale pour faire mal. L'usage de l'histoire, jouer avec la vérité peut faire très mal, je crois. Alors Jean-Pierre, tu abordes un élément, je pense que tu viens de le mentionner, l'histoire, les usages de l'histoire. En quoi, selon toi, et je pense que c'est un élément que tu développes dans ton essai, le discours néoconservateur par rapport à l'histoire, en fait, il y a un usage falsifié de l'histoire, déformé de l'histoire. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Et surtout, je crois que tu viens de l'aborder, mais j'aimerais que tu pousses un peu plus l'analyse. Quels sont les buts derrière? Quels sont les objectifs à travers l'usage déformé ou falsifié de l'histoire? C'est à quel but? Mais l'histoire, tu le sais comme moi, j'enseigne des cours de méthodologie, etc. Enfin, c'est pas une science exacte. L'histoire est une série, enfin, du moins, est une façon d'interpréter des faits vrais et vérifiables. Donc, toi et moi, enfin, en histoire, on partage des faits vrais et vérifiables. On n'a pas le choix de s'appuyer sur des sources que n'importe qui peut ensuite consulter, puis s'assurer qu'on a bien dit la vérité. Mais après, derrière l'histoire, je crois qu'il y a surtout un idéal de véridicité. Donc, on utilise des faits vrais et vérifiables pour s'approcher le plus possible de ce qui est vrai. Mais on ne fait que s'approcher. Hein. L'histoire est une série d'échecs, finalement. Là. Donc ça, je pense que c'est comme ça que je résumerais l'histoire. Mais l'histoire en tant que discipline est souvent tronquée. Elle a souvent été tronquée ces dernières années par ceux qui s'attaquent aux antiracistes, enfin les anti-antiracistes, ou du moins les chroniqueurs, chroniqueuses du néoconservatisme ont choisi finalement non pas de faire œuvre d'historien ou d'historienne, mais d'utiliser des faits historiques, de les tronquer, de les sortir de leur contexte, afin finalement de justifier une guerre culturelle. En anglais, on parle de culture wars. Il y a vraiment des guerres culturelles que l'on mène depuis le milieu des années 70, essentiellement en Amérique du Nord, mais de plus en plus également en Europe et en France. Donc, tu vois, enfin, je n'ai aucun problème, évidemment, parce que les historiens, toi et moi, on ne serait sûrement pas en accord sur tout en histoire. Il y a plein de débats, de désaccords en histoire. Mais cependant, il y a quand même une certaine méthode qu'il faut absolument respecter pour honorer les faits vrais et vérifiables qui sont à la base de notre discipline.
parlons de Christian Rioux. Je Oui. pense que tout part de lui, en fin de compte, de ses chroniques, en particulier dans Le Devoir. Et là, j'avais deux questions en tant que telles. Je pense que tu décris dans ton ouvrage l'évolution de Christian Rioux, qui, à la base, est plus de milieu de gauche, mais Ouais. que finalement, à travers ses chroniques, on voit vraiment une tendance vers un discours qui va vers le néoconservatisme en tant que tel. Donc, j'aimerais t'entendre un petit peu sur pourquoi, qu'est-ce qui explique cette évolution-là. Je sais que Christian Rioux, ses chroniques sont effectuées depuis Paris, depuis la France. Ouais. Est-ce qu'il y a une influence du milieu du débat français en lien avec l'immigration et autres? Ça, c'est la première interrogation que j'avais en tant que telle. Et la deuxième interrogation, véritablement, dans les chroniques de Rioux, qu'est-ce qui est vraiment problématique en lien avec l'histoire? Quel type d'histoire? Comment on utilise concrètement l'histoire dans ces chroniques en tant que telles? Parce que quand je te lis, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la déconstruction que tu fais de ces discours, de l'usage de l'histoire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références, ou du moins d'analogies par rapport à l'histoire. J'ai beaucoup aimé la section où on fait référence à la Révolution française, à l'abolition de l'esclavage, comment Rioux l'interprète et l'utilise en tant que tel. Par rapport aussi en situation coloniale, comment véritablement on arrivait dans un territoire où on considérait que c'est une terre inhabitée, etc. Donc, vraiment, j'aimerais t'entendre sur ces deux points qui me paraissent importants et qui sont au cœur de ton essai. Donc tu poses vraiment deux questions. La première est peut-être plus d'ordre sociologique là, sur le personnage Rioux, puis sur son évolution à travers le temps. Puis l'autre question, c'est plus ses usages de l'histoire. Que les choses soient bien claires, je me suis intéressé à un chroniqueur du Devoir qui écrit dans le Devoir depuis très longtemps, là, depuis le début des années 1990. Il est chroniqueur depuis l'automne 2000. Ça fait donc 20 ans qu'il écrit des chroniques. Son œuvre est majeure. Il a publié plus de 3000 textes depuis le début de sa carrière, qu'il a commencé à la presse, à l'actualité, enfin dans toutes sortes de journaux et magazines. Je ne me suis pas intéressé à Rioux pour régler des comptes personnels. Je ne me suis pas intéressé à Christian Rioux, qu'on ne connaît pas en France ou qu'on connaît au Québec, mais dans certains milieux, pour régler des comptes et puis finalement gagner une sorte de guerre. Je me suis intéressé à lui vraiment sur le plan, je dirais, sociologique, pour comprendre l'évolution de cette pensée, une pensée qui n'est pas juste la sienne. Ils sont nombreux à avoir commencé leur carrière dans les années 70 à l'extrême gauche, dans les milieux maoïstes, léninistes, et puis finalement à avoir évolué dans les années 80-90 vers, je ne sais pas, la social-démocratie peut-être, et puis au début des années 2000 à avoir été tenté par le néoconservatisme, ce qui semble être le cas de Christian Rioux. Là, on le voit bien dans ses carnets d'Amérique qu'il publie au début des années 2000. Il soutient la politique du conservatisme, de la compassion de George Bush fils. Donc c'est un personnage extrêmement intéressant sur le plan de la sociologie de la pensée. Mon livre est un échec par rapport par rapport à... Enfin, j'ai essayé de cerner son histoire familiale, son parcours personnel, mais j'ai pas réussi à obtenir des réponses à mes questions. Qui est Christian Rioux? Comment est-ce qu'il a été formé? Pourquoi est-ce qu'il a été attiré par le maoïsme, le léninisme? Dans les années 80, est-ce qu'il est allé à l'université? Est-ce qu'il est historien de formation? Parce qu'au fond, dans ses chroniques, il utilise l'histoire, il cite des historiens, des historiennes sans cesse. Donc j'ai posé toutes ces questions à Christian Rioux par courriel, à des personnes qui le connaissaient, etc. Mais j'ai eu aucune réponse claire. Donc c'est un échec pour moi sur le plan historien, parce qu'au fond, j'aurais voulu mettre en contexte encore plus, tu vois, comment est-ce que cette pensée évolue et pourquoi est-ce qu'elle évolue comme elle évolue. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question par rapport aux usages de l'histoire, écoute, c'est vraiment fascinant parce qu'au fond, ça a été mon point de départ. Quand j'ai lu la chronique du 5 juin sur George Floyd, je me suis dit... En fait, d'abord, il y a eu la première chronique sur George Floyd, puis après, il y en a eu 5 autres. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi qui m'intéresse le plus dans ces chroniques-là? Est-ce que c'est l'archétype, Christian Rioux, chroniqueur néoconservateur, ou est-ce que c'est le rapport à l'histoire et surtout le rapport au métier d'historien? C'est vraiment ça qui m'a fasciné quand je l'ai lu. Puis, tu prenais l'exemple tout à l'heure de la Révolution française et de l'abolition de l'esclavage en France en 1794. Puis, Christian Rioux fait référence à cette abolition de l'esclavage qui est précoce. Qui est précoce par rapport à d'autres nations esclavagistes. Et il fait référence à cette abolition-là pour finalement avancer l'argument selon lequel la France serait un pays qui défend des principes universalistes, républicains, qui propose de transcender la race, tu vois, d'une certaine manière.
Et quand on lit Christian Rioux, on lit une partie de l'histoire. Hein, il nous explique dans sa chronique sur la Révolution française que oui, la France a aboli l'esclavage en 1794, puis il y a une parenthèse, hein, la France a aboli l'esclavage pour un certain temps, ou pour un certain temps du moins. Et là, je me suis dit, comme toujours, le plus important se trouve dans la parenthèse. Et je me suis dit, mon Dieu, on ne peut pas dire les choses comme ça sur le plan historique. Parce qu'au fond, oui, la France, entre guillemets, abolit l'esclavage en 1794, mais la France rétablit l'esclavage. 8 ans plus tard, en 1802, au terme d'une guerre racialiste, d'une incroyable violence en Guadeloupe. Et ensuite, l'esclavage n'est aboli de manière définitive qu'en 1848. Donc au fond, évidemment, je comprends bien qu'un chroniqueur dans un journal n'a pas l'espace nécessaire pour tout dire. Mais en même temps, en histoire, hein, quand on déforme les choses ou quand on... C'est pas un mensonge par omission, mais quand on omet des détails importants, on change complètement la façon dont on comprend l'histoire. Alors Jean-Pierre, dans ton essai, tu fais appel, tu me diras si j'ai bien compris, mais tu fais appel véritablement à la compassion, tu fais aussi appel à la compréhension. Quand on lit les chroniques, ou du moins la manière dont tu l'analyses, la manière dont on comprend, on a l'impression que, bon, bien évidemment, la mort de George Floyd ne semble déclencher aucune forme de compassion dans le discours néoconservateur en tant que tel. Donc, j'aimerais savoir quelle est l'importance ou quel est l'enjeu de cet appel que tu lances en tant que tel, peut-être même dans une perspective de mieux vivre ensemble en société. Ah, écoute, ça me semble fondamental. Je pense que la question que tu poses, en fait, nous ramène encore une fois à ce que est être historien ou historienne, parce qu'en fait, j'ai toujours été frappé, je te le disais, je suis venu à l'histoire par la littérature, la philosophie, puis je me souviens, quand j'ai commencé à lire Ricoeur ou Michel de Certeau, j'ai été frappé finalement dans la façon dont ces deux auteurs définissaient la pratique historienne. Pour moi, la pratique historienne, de manière très stéréotypée, je pensais qu'être historien, c'était accumuler des sources, accumuler des faits, etc., raconter des histoires qui sont plutôt agréables à lire. Puis là, je lis Michel de Certeau puis Ricoeur, puis finalement, je comprends qu'être historien, c'est vraiment proposer, accueillir la mort, accueillir la souffrance, accueillir les traumas, etc. Puis, c'est vraiment c'est une mise en tombeau. Hein. Je pense que c'est Ricoeur qui l'évoque comme ça. Accueillir finalement ceux qui n'ont pas... dont la promesse de sens n'a pas été accueillie au moment où ils ont souffert ou où ils sont morts. Tu vois? Donc, pour moi, la pratique d'historien, c'est ça. C'est vraiment accueillir en soi ce qui a été tranchant, brutal dans l'histoire. Et dans l'histoire de l'esclavage, il est question de trauma encore et encore, si tu veux. Donc, je pense que la compassion, donc être sensible à la douleur de l'autre, elle est fondamentale. Mais la compassion, pour moi, elle vient aussi avec l'accueil du logos, l'accueil du discours de l'autre. Il y a quelque chose, on ne peut pas être sensible, je crois, aux souffrances des autres si on n'accueille pas une partie de leur logos. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué en m'intéressant à l'histoire des chroniques de Christian Rioux, finalement, c'est que lorsque Christian Rioux, journaliste au Devoir, écrit dans les années 90 et 2000, il n'est que compassion. Hein, je veux dire, il est très sensible à la cause des jeunes de banlieue en France, il adore le rap socialement engagé de Nick Tamer, de toutes sortes de groupes des années 90, il est très sensible à la souffrance humaine finalement, et puis cette volonté peut-être internationaliste, tu vois, d'alliance avec les plus opprimés, les victimes, etc., qui mène à comparer les victimes au Québec, les colonisés au Québec, puis les colonisés d'une certaine manière en France. Mais cette approche-là semble disparaître dans le discours de Christian Rioux et d'autres chroniqueurs au début des années 2000 finalement, comme si la possibilité de la compassion et de l'accueil de l'autre disparaissait au fur et à mesure qu'on entrait dans cette ère hyper polarisée qui est la nôtre, hyper médiatique avec l'arrivée d'Internet, avec la disparition aussi en fait, d'un journalisme papier de qualité, j'ai envie de dire, un journalisme où on prend le temps de faire des reportages, etc. Puis pas un journalisme qui s'appuie sur des clics, sur l'indignation seulement. Donc pour moi, tu vois, pour répondre à ta question, dans mon essai, dans la 4e de couverture, c'est écrit, ce livre appelle un choix, le bruit ou la haine, ou la compassion et la compréhension. Je ne dis pas nécessairement que les chroniqueurs néoconservateurs ou les chroniqueuses néoconservatrices sont haineux ou haineux, c'est pas ça la question. Je pense que par haine, j'entends vraiment ce que Mathieu Kassovitz entendait dans les années 90, c'est-à-dire une forme de colère qui rend impossible l'accueil véritable de la souffrance. Et derrière la souffrance, il y a la parole de l'autre.
Enfin, je veux dire, on ne peut pas avancer en tant que société ou en tant qu'historien, historienne, si on n'accueille pas un tout petit peu la parole de l'autre. Mais justement, est-ce que l'historien, si on se place dans une perspective, là on est dans un essai, mais dans une perspective d'histoire comme science, Ouais. est-ce que l'historien, en rédigeant, en approchant des sujets, est-ce que la compassion ou la passion ne peuvent pas être des dangers finalement pour cet historien-là? Bien sûr, ah oui, tout à fait. Écoute, mais en fait, c'est toute l'histoire de cet essai, c'est-à-dire que j'ai voulu, dans cet essai, être à la fois un essayiste, ce que je ne savais pas faire, ce que je n'avais jamais fait, et puis toujours rester historien, d'où l'importance pour moi d'appuyer mon argumentation sur des sources, sur un corpus, de mettre des notes de bas de page, de dire au lecteur qu'il a le droit et qu'il a même le devoir, d'une certaine manière, d'aller vérifier ce que j'ai dit, tu vois. Donc, je voulais que ma passion et ma compassion, ou ma volonté de compassion, soient équilibrées aussi par une volonté et un souci de vérité. Après, une fois que j'ai dit ça, enfin, je vais dire, c'est certain que d'une certaine manière, cet essai-là va au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en tant qu'historien. C'est la première fois où j'accepte de mettre en scène mes sentiments, où j'accepte aussi de parler de moi en tant qu'historien. Je parle de mon enfance, je parle de mon adolescence, je reviens finalement sur ce qui a été déterminant et ce qui m'a mené à l'histoire. Alors, Christian Rioux parle des communautés noires en France, au Québec, et parle de ces communautés-là en considérant que finalement, à travers les mouvements antiracistes, et même à travers son observation, Rioux, des jeunes en banlieue en France, des jeunes noirs, il parle vraiment d'une communauté qui colporte des combats d'ailleurs en tant que tel. Si je te dis que Christian Rioux a peut-être raison de dire que finalement, il colporte des cultures, il colporte des combats d'ailleurs en tant que tel, et que finalement, ils n'ont pas d'agentivité qui leur est propre, qu'est-ce que tu me répondrais, Jean-Pierre, à cette question un peu provocatrice peut-être? C'est sûr que dans les chroniques, dans les 6 chroniques floydiennes, en fait, dans la première chronique sur George Floyd de Christian Rioux, il est question en effet de cet argument qui est repris plus tard dans la 6e chronique floydienne, selon lequel les jeunes afro-descendants du Québec ou de France, en effet, n'auraient pas d'agentivité. Ils ne seraient pas capables de penser par eux-mêmes, ils seraient obnubilés par des concepts importés des États-Unis et du monde anglo-saxon, la race, le racisme systémique, etc. Alors, c'est quand même, j'avoue que cette façon de penser un groupe, le groupe Jeunes Noirs, je vais l'appeler comme ça, d'abord, elle est très, très problématique parce qu'au fond, Christian Rioux n'a pas toujours pensé comme ça. Je pense qu'il n'est pas le seul d'ailleurs. Dans les années 90, au début des années 2000, on est très sensible, au contraire, à ce transnationalisme du vocabulaire de la révolte noire. Et puis, il semblerait que depuis peut-être 2007, 2008, le débat sur les accommodements raisonnables notamment, ou le débat sur la Charte des valeurs au Québec, les débats sur le racisme systémique, de plus en plus finalement, au Québec, dans certains milieux populistes de droite ou néoconservateurs, on doute de plus en plus finalement de ces concepts soi-disant hérités, importés du monde anglo-saxon. Alors, d'abord, c'est pas aussi simple que ça. Les concepts circulent de part et d'autre de l'Atlantique. Tout vient pas du monde anglo-saxon ou des États-Unis. Et puis, les jeunes noirs de France, ou les jeunes noirs du Québec, ou les jeunes noirs de partout dans le monde, ont des pensées politiques qui sont des pensées originales, très complexes, qui découlent finalement de philosophies critiques noires qui sont propres au pays où ils habitent. Enfin, il y a quelque chose quand même de paternaliste ou condescendant à caricaturer finalement des groupes ainsi. Je ne sais pas si je réponds à ta question dans le sens où tu voulais. Tout à fait. Mais oui, il y a d'une certaine manière, dans le discours de Christian Rioux, une position un peu patriarcale et très essentialisante. On décrit des hommes et des femmes qui penseraient tous la même chose. C'est beaucoup plus complexe que cela. Ton chapitre 1 m'a vraiment fait tomber de ma chaise, comme on dit au Québec. Je vois que Jean-Pierre aussi a fait une maturation, une évolution au niveau de sa pensée politique, etc., en tant que tel. Je me suis dit, parce que quand on discute avec nos étudiants d'ouvrage en général, on essaie de discuter de la structure de l'ouvrage. Donc la question que j'avais, c'est quelle est la fonction de ton chapitre 1 dans cet essai, d'ouvrir l'essai avec ce chapitre où tu parles finalement de ton parcours, en tout cas de ton parcours personnel en tant que tel. Donc c'est...
Ben là, écoute, pour moi, ce chapitre-là, mais tu sais, je ne sais plus combien il y a de chapitres dans le livre, en tout cas. Je pense qu'il y en a 5. Le premier, c'était intitulé J'étais un raciste ordinaire. Puis ensuite, on a plutôt, en fait, des chapitres qui portent sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, en Haïti, dans les Antilles françaises, puis l'histoire des banlieues françaises également. Mais le premier chapitre, J'étais un raciste ordinaire, pour moi, c'est le plus important. C'est celui que j'ai écrit en premier, le 6 juin. J'ai eu aucune difficulté à l'écrire parce qu'au fond, je reste convaincu, comme le rappelle Michel Le Certeau, qu'il faut absolument, enfin un historien vient d'un lieu. Un historien n'a pas le choix, un historien n'a pas le choix de montrer le lieu d'où il vient. Et le lieu d'où je viens, ben, c'est ça, c'est une France, une certaine France dans les années 80-90, plutôt xénophobe, plutôt raciste ou racialiste, pas forcément. Enfin, le mot raciste est toujours parfois problématique parce qu'on peut être racialiste ou on peut héberger avoir toutes sortes de stéréotypes raciaux en tête sans pour autant être un raciste en tant que tel sur le plan scientifique, tu vois ce que je veux dire, enfin sur le plan de la pensée, là. Mais je viens d'un monde blanc, très blanc, d'un monde conservateur, très conservateur, nostalgique, nostalgique des colonies françaises, nostalgique du colonialisme français. Et oui, c'est vrai, jusqu'à quoi, 17-18 ans, j'étais attiré plus par des figures comme Christian Rioux. Que par des antiracistes. Je connaissais rien à l'histoire noire. Je confondais Haïti et Tahiti, comme le président Jacques Chirac. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là. Là. Bref, pour moi, la France était hexagonale, métropolitaine. Et j'étais très sensible au slogan du Front National, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Pour moi, la patrie primait. Surtout, si tu veux, ou primait même sur la possibilité d'accepter la différence ou la diversité. J'ai pas eu le choix de commencer comme cela, parce qu'au fond, pas pour nécessairement pour me dévoiler ou de manière narcissique, c'est pas la question du tout, mais je pense qu'il est important aujourd'hui dans les débats actuels de dire que les choses sont complexes. On n'a pas tous, il n'y a pas d'un côté des multiculturalistes, puis de l'autre des nationalistes, tu vois, il n'y a pas d'un côté des diversitaires et de l'autre, je sais pas, des identitaires, enfin je sais pas, les étiquettes ne servent pas à grand-chose aujourd'hui, si ce n'est à favoriser la polarisation et à favoriser un manque de dialogue, en fait. Donc voilà, dans ce premier chapitre, j'avais envie de dire, ben, au fond, Christian Rioux et moi, on se serait... Enfin, j'aurais très bien pu écrire comme Christian Rioux. Sauf que l'histoire m'a sauvé d'une certaine manière. Quand j'ai découvert le métier d'historien à 17-18 ans, je me suis dit, mon Dieu, que c'est complexe. L'histoire de l'esclavage racial est une histoire complexe. L'histoire du colonialisme est une histoire complexe. Puis, si on accepte que c'est complexe, ben là, c'est ça, on commence à douter. Et si on commence à douter, ben, évidemment, on peut faire... enfin, je veux dire, on ne se satisfait pas de chroniques. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à déconstruire les chroniques de Christian Rioux, ben, j'ai commencé à douter de tout ce qu'il écrivait sur le plan historien. Et cela m'a permis de voir à quel point, finalement, ce chroniqueur archétype falsifiait sa propre histoire. Et à quel point aussi il court-circuitait toutes sortes d'événements historiques. Par exemple, en expliquant que le racisme n'a pas existé. Enfin, l'histoire de l'esclavage, c'est pas seulement l'histoire des États-Unis, c'est aussi l'histoire de l'Afrique occidentale, c'est aussi l'histoire du monde arabo-musulman. Bon, on peut bien, si l'esclavage existe depuis le début de l'humanité, mais je veux dire, il faut absolument douter et déconstruire ce genre de parallèle, ce genre de comparaison entre des esclavages qui ne sont pas comparables à bien des égards. Est-ce que le fait de proposer une analyse critique, de donner une vision approfondie de l'histoire, une approche critique de l'histoire, est-ce que c'est une façon finalement d'être dans la repentance ou même d'être comment dirais-je, dans la haine de soi en tant que tel? Ben, c'est un drôle de concept. Enfin, je veux dire, ces concepts-là, repentance et haine de soi, sont des concepts étranges. Le terme repentance est un terme hyper populaire en France à partir du début des années 2000, au moment finalement où droite et extrême droite, droite sarkozyste et droite Front National, etc., commencent à se ressembler de plus en plus. Hein. Donc finalement, dès que l'on parlerait d'esclavage ou quand on parlerait de racisme ou quand on dénoncerait finalement les formes de racisme systémique ou de discrimination systémique hein, qui sévissent en France ou, en particulier, bien là, on deviendrait...
Finalement, parler de racisme systémique, ce serait une façon de se détester soi-même ou ce serait une façon de faire repentance. Mais, enfin, je veux dire, en soi, ça n'a aucun sens sur le plan historique. Je pense que ce qui se passe en France au début des années 2000 et ce qui se passe au Québec aujourd'hui, émanant de revendications communautaires, de revendications de communautés culturelles, c'est plus une volonté de participer au récit national, d'ouvrir le récit national. Hein? Vouloir parler davantage d'esclavage, ce n'est pas une façon de se détester. C'est une façon de dire, est-ce qu'on peut réécrire nos manuels d'histoire? Est-ce qu'on peut faire une place plus importante, par exemple, à l'histoire de l'esclavage racial, ici au Québec, en Nouvelle-France ou en France, dans les livres qui sont lus au secondaire ou à l'école primaire, tu vois? Donc, il y a derrière ces concepts de haine de soi et repentance, je crois qu'il y a un refus de la parole de l'autre, un refus de l'éclatement des discours nationaux qui ont été des discours hétérocentrés, très masculinistes pendant très longtemps, des discours très vraiment centrés sur ce qui fait soi-disant la cohésion des nations comme le Québec ou la France, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans l'essai, à plusieurs reprises, tu déconstruis l'usage de l'histoire par les néoconservateurs. On parlait tantôt de la Révolution française et de l'abolition de l'esclavage. Tu parlais aussi de cette approche des colons en contexte colonial à arriver dans un espace et en considérant que l'espace était vierge et que grâce à l'action colonisatrice, l'espace va être mis en valeur, etc., etc. Et là, ça m'amène à te parler, j'aurais dû peut-être commencer même mes questions avec ça, parce que tout part de là, la mort de George Floyd. La mort de George Floyd, moi, après avoir vu tous les commentaires qui ont été faits à travers la presse, je me suis dit, on est en face d'une mise à mort en tant que telle. Donc, j'aimerais savoir comment Jean-Pierre, historien, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une trame chronologique par rapport à ce que tu appelles d'ailleurs dans l'essai une forme de brutalisation du corps noir dans l'histoire, finalement, et en particulier des États-Unis en tant que tel? Oui, tu parles des États-Unis. C'est sûr que la mort de Floyd a posé une fois encore la question de la brutalisation du corps noir dans l'histoire des États-Unis, mais c'est plus largement, en fait, l'histoire de l'esclavage racial me semble être l'histoire d'une brutalisation systématique du corps noir. Donc, en fait, c'est sûr que le sort de Floyd, c'est un miroir. Hein, c'est le miroir du sort des populations afrodescendantes dans les Amériques noires et même évidemment en Afrique occidentale ou en Afrique de l'Est ou dans l'océan Indien parce que finalement toute l'histoire des Amériques noires ou du monde atlantique du 15e, 16e siècle jusqu'à l'abolition de l'esclavage par le Brésil à la toute fin du 19e siècle, c'est l'histoire d'une brutalisation, d'une exploitation, d'une série de mutilations, exécutions. Donc il y a quelque chose d'incroyablement brutal mais surtout d'incroyablement corporel dans l'histoire des Amériques et des Amériques noires. Donc oui, certainement, derrière la mort de Floyd, je crois qu'il y a une habitude, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, une tradition, c'est le mot de Ta-Nehisi Coates, une tradition de destruction qui nous ramène à l'histoire des lynchages aux États-Unis. On lynche de manière rituelle des hommes et des femmes, des hommes noirs, surtout à partir des années 1880-1890, donc 20-30 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, jusque dans les années 1950 et même pendant les années 60, la grande période des luttes pour les droits civiques, on s'attaque au corps noir afin de performer la race, de performer la blancheur, de performer le pouvoir blanc. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de spécialistes qui travaillent sur les études de blanchité. Alors c'est un terme que Christian Rioux et d'autres détestent évidemment, mais c'est fondamental. La race, si on veut vraiment comprendre ce qu'est le paradigme ou le dogme de la race, il faut absolument comprendre comment le pouvoir blanc est construit. C'est pas juste un pouvoir légaliste, c'est pas juste juridique le pouvoir blanc. C'est une série d'habitudes. Et s'attaquer au corps, ou le mépriser, ou mépriser la langue des populations afrodescendantes. C'est une façon, de construire la race. Donc, je ne pense pas que j'utilise l'expression mise à mort dans mon essai, mais en fait, oui, c'est ça. Il y a quelque chose de rituel ici, et qui est profondément contesté par le mouvement Black Lives Matter. C'est bien ça, en fait, Black Lives Matter. Ce n'est pas du tout un mouvement extrémiste, comme Christian Rioux le décrit dans ses chroniques. Pas du tout. Enfin, derrière Black Lives Matter, il y a une volonté de faire en sorte que le corps noir soit un corps digne, un corps accepté, un corps qui ne soit pas stéréotypé.
À la fin de ton essai, il y a un post-scriptum, une lettre au chroniqueur du devoir, Christian Rioux. Est-ce que tu pourrais brièvement nous faire ressortir quelques points saillants de cette lettre? Oui, ben en fait, c'est vraiment le post-scriptum, c'est tout ce qui reste de la première version de l'essai. L'essai à l'origine était une lettre ouverte à Christian Rioux. Je m'adressais au vous, enfin je parlais du vous pendant tout l'essai. Puis finalement, lorsque j'ai révisé l'essai au milieu de l'été, j'ai choisi plutôt d'impersonnaliser le discours, mais de garder ce post-scriptum, de m'adresser pour vrai à ce journaliste, chroniqueur du devoir, ancien militant maoïste-léniniste, ancien admirateur de Nick Tamer, ancien, je crois, allié finalement des jeunes de banlieue françaises, américaines, québécoises, etc. dans les années 90 et au début des années 2000, jusqu'au moment finalement de sa conversion pour le néoconservatisme, jusqu'au Trumpisme d'aujourd'hui. Mais j'ai vraiment voulu m'adresser à Christian Rioux, non pas de manière ironique, mais vraiment de manière à ce qu'il y ait dialogue. Et j'espère d'une certaine manière, même si l'essai est dur, même si l'essai est une déconstruction, j'espère que Christian Rioux et moi, et à travers Christian Rioux, je ne sais pas, Mathieu Bock-Côté, toutes sortes de chroniqueurs, chroniqueuses, j'espère qu'on aura dans les semaines, les mois, les années à venir, un véritable dialogue pour trouver finalement ce que nous avons en commun. Et je suis certain qu'il y a des choses en commun à trouver avec des chroniqueurs comme Christian Rioux, et en particulier la nation, l'importance de faire nation, ou l'importance, et quand je dis l'importance de faire nation, je dis l'importance de faire groupe. C'est-à-dire de retrouver au Québec, en France, des valeurs qui seraient universelles, des valeurs qui permettraient de transcender la race, qui permettraient de transcender les différences ethniques. Cependant, pour transcender ces différences-là, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire de l'histoire, on n'a pas le choix d'être juste avec l'histoire, et puis on n'a pas le choix aussi de parler des traumas et de ce qui fait mal. Avant de vouloir transcender la race, il faut parler de la race. Comment est-ce qu'elle est construite et comment elle s'attaque notamment au corps noir. Alors voilà, c'est un post-scriptum qui est une sorte d'appel au dialogue. J'espère qu'il sera entendu. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette entrevue. Merci Patrick.